je vais me placer dans une logique très simple. Les institutions sportives ne pouvaient pas faire autrement. C'est-à-dire que la pression des sponsors, la pression du monde plus généralement, de l'ensemble des acteurs, les obligeait à sortir du mythe de l'apolitisme du sport. On est dans une fable qui, depuis plus d'un siècle, installe le sport comme étant une fiction qui sort finalement des enjeux politiques. On a vu à cette occasion que ce n'était pas le cas. Le CIO a pris ses responsabilités, il a même parlé de dilemme quant à la politique de sanctions appliquée. On a vu que la FIFA était très heureuse finalement de pouvoir suivre une partie de l'argumentaire du CIO. La question des sanctions, elle pose aussi la question de sanctionner des sportifs qui, pour la plupart, ne soutiennent pas le régime de Vladimir Poutine, qui sont contre cette guerre en Ukraine, dont les premières victimes sont des enfants et des civils. Une guerre dégueulasse, comme celle qu'on a au Yémen. Je vous mets pardon à l'expression, mais à un moment donné, il faut le dire. Et dans ce cadre-là, on est dans le premier secteur qui a sanctionné, c'est le sport. La question, c'est de savoir ce qu'ont fait les autres secteurs. Aujourd'hui, on est dans une politique où il y a des sanctions qui vont crescendo. Le sport russe a été le premier touché. Est-ce qu'on a vu un effet? Ça, c'est une autre question. Cette politique de sanctions, elle s'entend, elle remet en cause cette fable à politique du sport. Après, c'est pas à moi de dire si ces sanctions sont justes ou pas. Moi, j'étais plutôt favorable. Après, ça pose beaucoup de questions pour les athlètes, notamment. Je pense aux athlètes paralympiques qui n'ont pas eu la chance, pour les athlètes paralympiques russes, qui ont déjà à vivre un premier handicap, qui se sont entraînés pendant des années et qui, moins de 48 heures avant d'entrer en lice, se sont retrouvés dépossédés de leur chance 2 fois. Et moi, ça me touche, voilà. Et c'est pas normal. Et comment expliquer aujourd'hui que des pays comme la Chine souhaitent absolument accueillir les Jeux d'été et les Jeux d'hiver? Et en quoi est-ce un levier politique pour Pékin, d'après vous? Sympa. Vous voulez vraiment que j'ai des problèmes? La Chine est dans une logique très simple. Son objectif, c'est de construire une politique de puissance et d'être capable de concurrencer d'ici 2049 la puissance américaine. Pour ça, il lui faut cocher la totalité des cases de la puissance. Et pour que cette puissance soit complète et globale, il faut le sport. Or, aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas, notamment dans le foot. Ce qu'on constate avec la puissance chinoise aujourd'hui, c'est qu'elle a fait d'énormes efforts. Regardez tous les spécialistes qui vous expliquaient que les Chinois seraient incapables de battre des records sur les Jeux paralympiques et à Tokyo. Bilan des opérations, ils y arrivent. Il y a une politique d'investissement. Ça passe par de la casse au niveau des enfants. Il faut voir le nombre de sportifs chinois qui sont laissés de côté. Après, ils obtiennent des résultats. Ils ont investi des sports, notamment de nouveaux sports. Je pense par exemple au 3-3 en basket. Il y a une vraie politique d'État pour le coup, quels qu'en soient les risques pour les enfants. Je parle des risques psychosociaux, mais sans parler du reste. Violence sexuelle, etc. Aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'est-ce que fait le mouvement sportif et qu'est-ce que font les politiques aussi pour conditionner l'organisation des événements et la participation à des critères qui seraient des critères universellement acceptés et qui passeraient par le respect des individus, le respect des enfants, parce que là on parle quand même d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, parce que mine de rien, c'est pas des gens qui, comme nous, ont atteint un certain âge, on va dire. C'est vous. C'est les étudiants de Sciences Po, c'est ces gens-là qui sont aujourd'hui en situation de compétition. Et c'est beaucoup on le voit avec d'autres sportifs qui sont en situation difficile. Là, on a donné 3 exemples. C'est des régimes autoritaires. C'est des régimes qui ont une pratique vis-à-vis des droits de l'homme, vis-à-vis des minorités, etc., qui est plus contestable. Et à un moment donné, il faut que le mouvement sportif s'en empare. Vous voulez compléter, Marie-Georges Buffet? Non, pas compléter, mais poursuivre. Sur la neutralité, moi je partage ce qui a été dit. C'était bon, ça n'a jamais vraiment existé dans le fonctionnement du mouvement sportif international. On le voit dans l'attribution des grands événements sportifs, où en effet tous les pays qui veulent rechercher par le sport une puissance, une place importante au niveau géopolitique, se voient attribuer les événements sans problème. Bon, un jour peut-être la justice sera plus vigilante qu'elle ne l'est jusqu'à présent sur la corruption qui peut régner. Mais moi je pense que par rapport à cette question, il faut qu'on mette en place, qu'on arrive à mettre en place, comme nous avons mis en place l'Agence mondiale antidopage, où les États se sont mêlés de l'éthique dans le sport, et donc en partageant la responsabilité avec le mouvement sportif, sont en capacité maintenant, même si la lutte n'est pas finie, mais sont en capacité de mener de façon mondiale ce combat contre le dopage. Il faut qu'on crée une agence
qui soit en capacité d'attribuer les grands événements sportifs sur la base, comme vous l'avez très bien dit, de critères, de valeurs, de respect de l'individu, de la personne humaine, etc. Donc je crois que c'est une nécessité qu'il y ait cette mixité entre les États et le mouvement sportif pour réglementer cette attribution des grands événements sportifs. Le dernier point que je voudrais soulever par rapport à la neutralité, il faudra que le CIO se rappelle de ce qu'il a fait par rapport à l'invasion de l'Ukraine, à cette guerre atroce, par rapport à d'autres événements qui peuvent se produire dans le monde ou qui se produisent aujourd'hui dans le monde. Il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures. Il faudra qu'il ait le courage aussi de s'élever contre d'autres États. Voilà. Et je pense notamment qu'il faudra qu'un jour le CIO ait le courage de dire que lorsque dans un pays, la moitié de la population n'a pas le droit de pratiquer le sport, ce pays ne peut pas participer aux grandes compétitions sportives. Parce que là, on oublie complètement les valeurs de l'olympisme. On ne se rappelle plus là, des valeurs de l'olympisme quand on donne au Qatar ou à d'autres pays l'organisation de grandes compétitions sportives. Voilà. Moi, j'espère qu'en 2024, les JOP à Paris, on n'aura pas une délégation afghane pendant qu'on menace toutes les sportives afghanes en ce moment, alors qu'on a décapité une basketteuse afghane et que toutes les grandes championnes afghanes sont obligées de se cacher lorsqu'elles ne peuvent pas fuir. Donc il faudra aussi que là, le CIO ait le courage de ne pas avoir cette fameuse neutralité. Et Marie-Georges Buffet. Est-ce qu'on peut suggérer que cette agence d'attribution soit présidée par Marie-Georges Buffet, par exemple? Moi, je valide tout de suite. Moi, je pense que c'est pas mal. Et Marie-Georges Buffet, vous aviez fait du sport féminin un de vos combats lors de votre mandat. Est-ce qu'en France, vous avez vu une évolution par rapport aux politiques dans ce sens? On avait tenu très vite les assises du sport féminin, qui avaient permis de mettre dans la même salle, j'ai envie de dire, des sportives, des dirigeants et dirigeantes du mouvement sportif. Les choses ont bougé un peu, pas suffisamment. On est encore en décalage entre la pratique masculine et la pratique féminine, à la fois sur le nombre de licenciés, le nombre de pratiquants et de pratiquantes, mais également sur la visibilité du sport féminin, même si ça a progressé. Moi, je vois que, par exemple, je suis moins football que rugby, moi, donc je suis plus attirée par le rugby. On voit des compétitions, par exemple, le tournoi destination féminin, on le voit. Le rugby à 7 aussi. Le rugby à 7, on commence à voir quand même plus de sport féminin dans les médias, mais vous êtes mieux à même que moi d'en parler. Le problème demeure quand même au niveau de l'encadrement du mouvement sportif, et notamment au niveau des élus, des fédérations, etc. etc. Alors, c'est comme en politique. Si on n'installe pas la parité, ça ne bouge pas aussi vite qu'on le voudrait. Hein. En politique, on a installé la parité pour les municipales, les régionales, les départementales. Alors, on a la parité, mais dans les villes de moins de 1000 habitants, 89% des maires sont des hommes encore. Donc on voit qu'il faut que la loi pousse à la parité. Il faut du volontarisme. Il faut du volontarisme. Alors la loi qui a été adoptée il y a quelques semaines sur la démocratisation du sport va dans ce sens, hein, pour que d'ici quelques années, la parité s'installe dans les directions fédérales. Et nous avons pour la première fois une présidente du CNOSF, Brigitte Henriquez. Et moi, j'ai participé à la journée d'études qu'elle a faite sur la mixité dans le sport. J'ai senti une femme préoccupée par cette question et déterminée sur cette question. Donc j'espère qu'on va pouvoir avancer vite, au moins dans notre pays. Merci. Et Nathalie et Aneta, justement, que peut-on dire des droits de diffusion donc, du sport féminin? Comment est-ce qu'ils ont évolué dans les dernières années? Alors, il y a assez peu de produits, entre guillemets, mis sur le marché. Mais il y a quelque chose qui est, au départ, si on le lit d'un point de vue purement factuel, assez humiliant pour les femmes. Et en même temps, si on regarde de près, en réalité, c'est probablement ça qui va faire avancer les choses. Je m'explique. Sur les droits, par exemple, FIFA pour la Coupe du Monde féminine, la Coupe du Monde est féminine, pas le football, eh bien,
des packages qui sont vendus avec la Coupe du Monde masculine. C'est-à-dire qu'on rajoute un tout petit peu, mais on considère que si on achète les hommes, on va pouvoir aussi diffuser les femmes. Je dis que c'est un petit peu humiliant parce qu'on se dit, quand même, c'est curieux de ne pas considérer la compétition en tant que telle, sauf que, force est de constater que c'est comme ça, que la compétition est diffusée sur la première chaîne nationale française, la plus puissante, TF1, qui met des moyens similaires à celle de la Coupe du Monde pour les hommes. Je parle de TF1 pour la Coupe du Monde des garçons. C'est valable pour France Télé qui joue le jeu du 15 féminin. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder sur le site de la Fédération française de rugby. Avant, il y avait écrit donc 15 de France féminin et puis les équipes de jeunes. Maintenant, il y a écrit 15 de France masculin, 15 de France féminin. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté l'adjectif masculin parce qu'après tout, le 15 de France en lui-même, au bout du bout, il faudrait qu'on se demande mais lequel ? Et c'est aussi la médiatisation qui permet de différencier ces sports, bien sûr, inspirer sûrement un certain nombre de jeunes filles, parce que quand on n'a pas de modèle, c'est difficile quand on est une jeune fille de dire « je veux ressembler à Antoine Dupont ». C'est plus facile de dire « je veux ressembler à Léonie Courson », par exemple. C'est valable pour tous les sports. Dès qu'on a un modèle, d'un seul coup, on se sent davantage motivé pour demander à ses parents d'aller nous inscrire dans un club. Et à l'inverse, dans la tête des parents, puisque ça passe à la télé, alors ma fille, tu pourras faire de la boxe, du rugby ou du football. L'inversion de mentalité, elle passe aussi par là. Je vous remercie. On va prendre des questions du public s'il y en a. Il y en a là. Ouais, c'est bon, ça marche. Où est-ce qu'il y a des questions? Là. Une ici. Et il y en a aussi sur les réseaux sociaux. Donovan, tu me diras. Bonsoir. J'aurais une question justement par rapport à la visibilité du sport où on a un phénomène de rachat, un problème sur la diffusion notamment des derniers Jeux Olympiques où une grande partie des épreuves n'étaient pas diffusées sur des chaînes publiques et étaient diffusées notamment sur Canal+ ou des chaînes payantes. Et je voulais savoir votre avis sur cette potentielle limitation en fait, d'accès au sport pour les classes les moins populaires, ou en tout cas d'avoir cette limitation, alors que le sport est un fait culturel, comme vous l'avez rappelé, qui devrait, qu'on imaginerait qu'il devrait être ouvert à tous. Alors pardon, sur les Jeux, c'est pas le cas. Les Jeux, pour le coup, en France, c'est France Télévisions qui est détenteur de droits et qui fait un travail remarquable sur la couverture des Jeux olympiques et paralympiques. Parce que quand on parle de visibilité, il faut aussi parler des paralympiques. C'est plus valable, pour le coup, pour des compétitions de football. Mais la France est quand même le pays qui a le décret qui oblige à diffusion en clair le plus large d'Europe. Il y a des pays où, franchement, qu'une finale de l'équipe d'Angleterre, par exemple, ne soit pas diffusée en clair, ne pose pas un problème. Chez nous, c'est illégal. On a ce décret que l'on doit à Marie-Georges Buffet sur la plus large dimension de diffusion d'événements en clair. Par exemple, une finale de Ligue des Champions, elle doit être diffusée en clair. Même s'il n'y a pas de club français, comme ce sera le cas cette année, merci le Paris Saint-Germain, qui sera en lice. Donc on est quand même en France, globalement, encore protégé par ce décret d'obligation de diffusion d'événements en clair. Après, oui, le championnat de France, il est confisqué. Oui, on a vu, par exemple, l'année dernière, pour la première fois, la Night Session de Roland-Garros, qui n'est plus accessible en clair. Donc, oui, il y a un problème. Et ça, pardon, mais les responsables, ce n'est pas les diffuseurs, c'est les détenteurs de droits. À force de vouloir toujours plus d'argent, sur un système dont on sait qu'il va atteindre sa limite, et c'est déjà miraculeux qu'il n'ait pas explosé, et que ce ne soit pas une bulle qui ait explosé, ça va finir par poser un problème. Il faut remettre un tout petit peu de rationalité et de raison dans la mise sur le marché de certains droits pour qu'ils soient quand même accessibles au plus grand nombre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moins on regarde un sport, moins on a envie de le pratiquer. Et vous voulez que je vous dise, même le football, qui est extrêmement puissant, ça lui pend au nez. Les audiences sont en baisse. Lorsque vous voyez un match de Coupe de France qui est diffusé sur France Télé, donc en clair, il fait un score cataclysmique parce qu'on a perdu l'habitude de regarder du football en clair. Or,
grand événement qu'est la Coupe du Monde de football, c'est une fois tous les 4 ans. Ça, il faut que les détenteurs de droits se disent qu'ils sont en train d'abîmer leurs produits. Et ce ne sera pas les téléspectateurs et les consommateurs qui seront responsables s'ils ne regardent plus ou moins l'événement sportif. J'ajouterais que pour que la télévision publique puisse jouer ce rôle, il faut aussi qu'elle ait les moyens de jouer ce rôle. Et ça appelle le questionnement sur le financement de nos chaînes publiques pour qu'elles aient les moyens justement d'acquérir des droits de retransmission. Moi, j'insiste sur ce qui vient d'être dit, sur la marchandisation à l'extrême de certains sports. Mais ce mode de financement tel qu'on le vit dans le foot peut exploser, comme parfois, vous savez, vous avez des coups en bourse, ça peut exploser. Regardez avec ce qui se passe avec les oligarques russes. Ah ben, si tout le monde en retire son argent, vous avez combien de clubs qui vont faire plouf, plouf, plouf? Et quand ils se font avoir par soi-disant un marchand de droits de retransmission qui leur promet des sommes extraordinaires, Mediapro, et puis qu'après ils se retirent, même la Ligue 1, ils sont hop, en difficulté. Donc il va bien falloir quand même que les clubs professionnels réfléchissent à reconstruire de façon différente leur financement. Ils ne peuvent pas dépendre uniquement de fonds étrangers ou de fonds d'oligarques étrangers qui pourraient à tout moment... Ou de droits télé. Je vais raconter une anecdote. J'avais reçu, lorsqu'on avait fait une mission d'enquête justement sur le financement des clubs professionnels, lorsque j'étais député, on avait reçu le club de Monaco. Et j'avais posé la question, mais si l'oligarque décide de se retirer, qu'est-ce qui se passe? Et alors l'avocate du club m'avait répondu très sérieusement, « Oh, il ne se retirera pas parce que sa fille adore vivre à Monaco. » Ils nous prenaient pour des cruches complètes, bon. Mais ceci dit, ça pourrait leur arriver. Voilà. Donc il faut bien qu'ils réfléchissent aussi à d'autres modes de financement. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, ce qui est assez intéressant, c'est justement ça. Aujourd'hui, les clubs sont trop facilement, je parle du foot, mais ça vaut aussi pour les autres, trop facilement dépendants de droits qui tombent finalement comme par magie. On a vu avec la crise du Covid qu'il fallait finalement diversifier davantage les sources de revenus. Aujourd'hui, les clubs professionnels, je pense au foot, au rugby, mais aussi à d'autres sports qui bénéficient de droits télé, essaient de diversifier leurs revenus. Mais là, on est confronté à un problème, c'est le manque de professionnels capables de le faire. Dans le sport US, vous avez énormément de métiers qui existent. Aujourd'hui, on a des structures et des filières qui permettent de faire sortir des jeunes compétents. Ils ne sont pas encore dans les clubs et on voit un niveau d'amateurisme dans les clubs qui est assez confondant. Et cette recherche de diversification des revenus, elle n'est pas encore intégrée partout. On attend souvent à faire appel à la puissance publique, surtout quand il y a un problème. Et aujourd'hui, ça pose la question du sérieux, finalement, du sport professionnel en France. Ça pose une vraie interrogation. Et aujourd'hui, la réponse, elle est loin d'être favorable. Bonsoir à tous. Alors, je me prénomme Jean-Marc, j'ai 77 ans, j'ai fait du sport toute ma vie. Je n'ai jamais été un sportif de haut niveau. Je n'avais pas ce talent. Cela dit, le politique vole au secours de la performance et de la victoire. Ça ne fait aucun doute. Est-ce que le sportif profite après des retombées des victoires qu'il a effectuées? C'est moins sûr. Je voudrais dire que toute action et tout geste est politique. Et si on arrivait à former les jeunes gens et les jeunes filles qui font du sport à développer leur libre arbitre, ce seraient eux qui, par une initiative citoyenne, ferait de la politique, parce que sport et politique sont intimement mêlés. J'en tiens pour exemple il y en a de multiples, j'en cite un, aux Jeux Olympiques de 68 à Mexico, Tommy Smith et John Carlos qui manifestent leur mécontentement. C'est politique. Et je crois, Madame la Ministre, que si une jeune Afghane pouvait participer aux Jeux Olympiques, elle aurait peut-être la chance de manifester son mécontentement à l'égard de la politique sportive de son pays. Mais elle n'aurait pas le droit. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, merci.
Alors moi, c'est pas directement lié à la diffusion, mais un peu quand même. On a beaucoup entendu parler lors de la Coupe du Monde de foot féminine des inégalités salariales, notamment dans le milieu du sport, entre les joueuses de foot féminine et les joueurs de foot masculin. L'argument qui revient souvent, qui a été même répété par des dirigeants politiques, c'est celui de la proportionnalité, nombre de téléspectateurs, donc nombre d'argent que ça rapporte, nombre de maillots vendus, produits extra sport, on va dire, le nombre de places vendues dans les stades, etc. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument qui dit que du coup, c'est normal que les sportives féminines soient moins bien payées parce qu'elles génèrent en fait tout simplement moins d'argent? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et si on parlait mutualisation des moyens? Vous êtes dans la même discipline. Le basket, le rugby, le foot, ou je ne sais, quelle autre discipline. Pour l'instant, comme ça a été expliqué, les contrats pour la pratique masculine sont plus importants que pour la pratique féminine. Et alors, si tout cet argent qui rentre dans une pratique, dans une fédération nationale ou internationale, est reversé et mutualisé vers le sport féminin, on peut assurer une égalité de salaire. Je ne vois pas où est le problème. L'argent qui rentre à la Fédération française de foot, la Fédération française de foot peut décider comment elle va l'utiliser. Donc voilà, elle pourrait revaloriser les salaires des pratiquantes féminines. C'est comme dans l'entreprise. Nous sommes en 2022. Vous avez encore pour le même poste, les mêmes diplômes, la même responsabilité, près de 10% d'écart de salaire entre une femme et un homme dans l'entreprise en France. Rien ne le justifie. L'argent qui rentre dans l'entreprise, elle peut permettre d'avoir l'égalité des salaires. Donc je pense que les fédérations ont leur responsabilité à prendre par rapport à cela. Je pense qu'on peut ajouter aussi qu'il y a la question des ligues professionnelles et que dans ce cadre-là, soit il y a un volontarisme et c'est imposé de l'extérieur, soit c'est un volontarisme qui vient de l'intérieur et ça sera compliqué, soit on est dans une logique très simple. On assiste aux joueurs aujourd'hui à une structuration du sport au féminin et on voit justement, moi je le vois beaucoup avec mes étudiants qui sont en MBA, en Master 2, etc., en management du sport. Moi, je leur conseille d'aller faire leurs armes justement dans ces clubs-là parce qu'il y a tout à faire, il y a tout à construire. L'écart, c'est simple. Hein. Le sport professionnel masculin, c'est un siècle. Le sport professionnel féminin, c'est 30 ans. Ah oui. Donc, on assiste à une accélération. Aller aux États-Unis, c'est pas le même niveau. Hein. Là encore, je prends l'exemple américain, mais regardez aussi ce qui se passe en Angleterre, allez aux Pays-Bas. On voit vraiment des stratégies différentes. Après, on ne part pas avec la même temporalité. Donc, ça commence à s'accélérer, on commence à avoir des revenus, on commence à avoir des joueuses, par exemple, au Paris Saint-Germain, qui ont des salaires qui sont déjà comparables à des joueurs de Ligue 1 qui seraient des joueurs moyens. On commence à avoir une augmentation de ces salaires-là. Après, on a des fédérations, je pense fédération américaine, fédération danoise en foot, qui ont fait justement un effort de ce côté-là et qui ont décidé d'imposer une égalité en termes de primes. Mais sur un championnat professionnel, c'est plus compliqué parce que c'est la logique de marché qui s'impose. Et c'est là où il doit y avoir une solidarité des fédérations, une solidarité des fédérations internationales. Et puis, très clairement, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de RSE, responsabilité sociale et environnementale, on voit les entreprises aujourd'hui qui investissent dans le sport féminin parce que le sport féminin est porteur de valeurs différentes. Aujourd'hui, ça occasionne des retombées en termes de marketing, des retombées en termes d'image qui sont sensiblement différentes de la pratique. Et ce phénomène-là, il est en train de s'accélérer. Et dans les 10 ans qui viennent, on aura une économie du sport au féminin qui sera différente. Et il y a des actrices qui comptent énormément là-dedans. Alors, on en a ici, et je suis content pour une fois d'être minoritaire sur une de ces tribunes-là. Bah oui, mais ça arrive très rarement. En général, on n'est que des mecs. Hein. Et c'est intéressant aussi que ça se passe à Sciences Po, parce que là, l'amphi devrait être blindé. L'amphi devrait être plein. On est dans la fabrique du pouvoir à la française. Et regardez finalement ce que ça donne. L'amphi, il y a du monde, hein, mais on devrait avoir ici tous les gens qui veulent faire des carrières politiques derrière, parce que non seulement c'est un vrai enjeu de société, mais on se rend compte avec l'élection présidentielle que personne n'en parle, alors que ça vous touche tous, que vous avez tous à un moment donné pris une bière, vous avez tous fait du sport, vous avez tous pendant le confinement, vous êtes peut-être transformé en jogger pour pouvoir bénéficier d'une heure et demie en plus. Vous avez peut-être comme moi une fille, et vous espérez qu'elle ait les mêmes chances que les autres. Ça devrait être un sujet politique. Je ne pense pas que vous ayez ce type de cours-là ici. Ça doit changer, ça prend du temps, c'est votre génération qui va le faire, mais à un moment donné, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Après, juste pour conclure, il y a une différence entre les salaires
et les primes. Franchement, donner la même prime aux champions du monde de foot masculin qu'aux championnes du monde de foot féminin, c'est très accessible à la FIFA. Roland Garros l'a fait, le prize money pour celle qui remporte Roland Garros, il est équivalent à celui du garçon qui va remporter Roland Garros. Au moins, si on pouvait réussir à obtenir les mêmes primes, parce que franchement, être championne du monde ou champion du monde, qu'on soit un homme ou une femme, c'est une performance hors norme, c'est extrêmement difficile et ça exige les mêmes sacrifices, les mêmes efforts, les mêmes souffrances et ça procure le même plaisir et les mêmes émotions. Donc déjà, les fédérations internationales, elles ont, elles, un rôle à jouer là-dessus, sur leur prize money. C'est très simple, c'est très accessible, elles ont en général beaucoup d'argent et ça coûterait rien si ce n'est un symbole et un coût politique et communicationnel extrêmement fort. Il faut un petit peu de courage pour le faire. Gianni, si tu nous entends. Bonsoir. J'ai une question sur les anciens sportifs qui sont devenus des hommes politiques ou des femmes politiques, notamment à des postes de secrétariat d'État ou de ministre. Est-ce que vous ne pensez pas que les bilans des anciens sportifs ont souvent été assez négatifs et qu'il ne serait pas temps d'arrêter de mettre des sportifs à ces postes-là? Pas moins que des politiques de carrière. Je vais un peu inverser. Soit, en effet, le Premier ministre dit « je vais prendre un tel pour s'occuper du sport parce que c'est un ancien champion, c'est une ancienne championne, donc ça va donner un air, un plus à mon gouvernement ». Bon, mais c'est vrai que dans ces cas-là, ce n'est pas facile pour les anciens champions et les anciennes championnes, notamment les anciennes championnes. Parce que très souvent, les dirigeants sportifs, et les dirigeants sportifs, on dit souvent « messieurs les présidents », c'est rare qu'on ait l'occasion de dire « mesdames et messieurs les présidents », considèrent que l'ancien athlète ne va pas leur donner des directives ou ne va pas discuter d'égal à égal avec eux. Moi, je me rappelle, je suis arrivée au CNOSF, je n'étais pas au courant, je n'avais pas entendu la nouvelle. C'était le jour où Mme Laura Flessel a perdu son ministère. Ils étaient hilars. Hilars. Je ne comprenais pas. On était ensemble. Hilars, notamment un certain président. Donc, ça place ces championnes dans une situation extrêmement difficile. Et on l'a vu encore récemment. Alors que Mme Roxana Maracineanu est une femme compétente, etc., ben on l'a reléguée, on l'a mis sous la tutelle du ministre de l'Éducation, on ne lui a pas beaucoup donné la parole, etc. Voilà. Mais ceci dit, il y a eu des anciens champions qui ont fait le boulot parce que c'était des hommes ou des femmes politiques qui donc prenaient un ministère et s'en occupaient comme un ministère. Je pense à M. Lamour, qui m'a succédé, qui a été juste à la mise en place de l'AMA, etc. Mais c'était un homme politique, qui d'ailleurs est resté en politique ensuite. Il n'avait pas été pris parce que c'était un ancien champion et tout. Il avait été pris parce que c'était un homme engagé, qui avait des idées en politique, qui n'étaient pas les miennes, mais que je respecte. Et voilà, donc c'est la démarche, j'ai envie de dire, du président ou du Premier ministre. Est-ce que vraiment il veut quelqu'un de compétent pour servir le sport ? Ou est-ce qu'il veut que dans son gouvernement, il y ait quelques vedettes qui fassent penser qu'on va s'occuper du sport? Voilà. Puis moi, si je peux rajouter quelque chose, on ne se pose pas la question, par exemple, quand Jean-Michel Blanquer arrive à l'Éducation nationale. Parce que, voilà, c'est un ancien recteur. Et quand on voit le bilan, on peut s'interroger quand même. On peut se poser la question de savoir s'il y a une vraie crédibilité aussi derrière à mettre des gens qui viennent du sérail. Pourquoi systématiquement on pose la question à des sportifs sur la question de leur légitimité ? Tout ça parce qu'ils ont fait du sport pendant très longtemps et qu'ils seraient moins intelligents. La vraie difficulté aujourd'hui, et je pense que c'est plus ça la question, comment on accompagne des sportifs en termes de reconnaissance des compétences, comment on les forme, comment on se sert justement de personnes. Vous vous rendez compte ce que c'est que d'être sportif, entrer dans un stade de 40 à 60 000 personnes, être capable de supporter la pression, être capable de s'entraîner comme des fous pendant 300 jours par an, pas voir la famille. Vous reconnaissez, ça c'est des compétences de CADSUP, c'est des compétences de gens qui sont dans les COMEX. Et aujourd'hui, ça, on ne le valorise pas, on ne va pas le chercher. Alors qu'aujourd'hui, dans les parcours de formation, c'est des gens, aux États-Unis, vous les avez. Ils entrent. Regardez ce qu'ont fait les Anglais avec Sébastien Coe.
Vous êtes sur des gens qu'on a accompagnés, formés. Il y a un parcours comme ça qui existe au CNOSF, c'est le parcours Ambition Internationale. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas encore justement cette entrée pour les sportifs de haut niveau. Moi, je serais plutôt content de voir par exemple une Roxana Maracineanu être, malgré toutes les critiques que je peux formuler, être valorisée aussi pour ce qu'elle a été capable de faire. Et puis il y a la question de l'entourage. Quand on ne les staffe pas, vous n'arrivez pas ministre comme ça du jour au lendemain. On vous staffe. Et le vrai problème, c'est que vous avez des gens parfois qui ne sont pas compétents autour de vous ou qui essaient de vous savonner la planche parce que vous êtes connu. C'est ça aussi. Il y a un moment donné, ces questions-là, on ne se les pose pas sur la pêche, on ne se les pose pas sur la mer, on ne se les pose pas sur cette... Non, mais on se les pose sur la culture. Voilà. Parce qu'exactement comme le sport, la culture, c'est un hobby. C'est un goût. Qu'est-ce qu'on demande à un ministre de la Culture? On va lui dire mais qu'est-ce que vous aimez dans la culture? Est-ce que franchement, un ministre des Finances, on lui demande s'il est plutôt sur de la compta analytique ou sur la direction du Trésor? Jamais de la vie. Le sport, c'est un goût. À l'école, si vous êtes excessivement bon en sport, ça ne fera pas de vous le meilleur de la classe. Et votre prof de PS, il est rarement prof principal. Et franchement, vous êtes trop jeune encore, mais quand on va aux réunions de parents d'élèves, on ne se précipite pas chez le prof de PS. Et ça, cette mentalité-là, c'est là que ça démarre, sur la considération. Alors moi, je n'ai pas une fascination pour le modèle anglo-saxon, mais objectivement, les gosses aux États-Unis, s'ils sont bons en maths, s'ils sont bons en anglais, en poésie ou en sport, ils sont considérés de la même manière. Cette considération-là, elle vous suit après. Je crois que vous, à Sciences Po, je crois que vous avez du sport obligatoire. Ah, Sciences Po Paris, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, hein? Ah, je parle à Mathias Huichera alors. Mais objectivement, dans les grandes écoles, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose dans les gouvernements anglo-saxons. Les grandes écoles anglo-saxonnes, on se demande pourquoi les dirigeants de ces pays-là ont une appétence pour le sport, mais parce qu'ils en ont fait. Et ça les a non seulement nourris, formés, développés, mais ça leur a aussi permis d'accéder à des postes à responsabilité. Parce que, comme dit Jean-Baptiste, ce sont des compétences qu'il faut savoir valoriser. Et quand vous voyez qu'il a presque fallu faire l'aumône pour obtenir le vote du statut de sportif de haut niveau, parce que moi, dans mon pays à moi, quand je me rends compte que des mômes qui font le double cursus, qui ne sortent pas, parce qu'ils travaillent à l'école et parce qu'accessoirement le reste du temps, ils le passent à s'entraîner, ils ne gagnent même pas le RSA. C'est pas la honte, ça? Ils rapportent des médailles olympiques. Est-ce que quelqu'un dans le gouvernement, quelles que soient les couleurs politiques, sait ce que ça coûte de remporter une médaille olympique? Mais à Sciences Po et l'ENA 10 fois les doigts dans le nez à côté d'obtenir une médaille olympique. C'est rarissime d'être champion olympique ou d'être vice-champion olympique. On a banalisé ces performances. On ne les reconnaît pas comme telles. Si, alors 10 minutes à la télévision et à une remise de médaille à l'Élysée, parce que quand même, on a la petite reconnaissance du ventre. Mais ça ne suffit pas. La considération des sportifs, elle est nécessaire. Et monsieur, tout à l'heure, vous avez parlé du pouvoir politique des sportifs eux-mêmes. Vous avez remarqué depuis un petit moment, quand ils prennent la parole, on les écoute. Ça a été le cas de Kevin Mayer, ça a été le cas d'Evan Fournier, quand ils ont commencé à l'ouvrir, parce qu'ils sont entendus, et eux, ils sont entendus par les jeunes. Et puis à un moment donné, parfois, même les politiques, ils sont obligés de faire marche arrière. Parce qu'eux, ils ont le pouvoir, les athlètes. Et le pouvoir des athlètes, c'est à nous aussi de l'accompagner et de le valoriser, de leur donner la place qu'ils méritent dans notre société. Il n'y a pas eu de sport dans la campagne politique, donc moi, la direction des sports de Radio France, j'ai dit c'est simple, on va faire une série où on va aller voir les sportifs, on va sélectionner 5-6 athlètes, et on va leur dire, voilà, vous avez 2 minutes 30, vous êtes président de la République, quelle est votre première mesure par le sport? Parce que si c'est porté par des champions et des championnes, olympiques, paralympiques, professionnels, d'un seul coup, l'écho, il est évidemment différent. Et eux aussi, il faut qu'ils acceptent de prendre la parole, de se mouiller, de prendre position. Parce que oui, le sport, personne ne croit qu'il est encore apolitique. Hein. Plus personne. Hein. Même au CIO, ils le savent que tout ça, c'est de la connerie. Donc, allons-y maintenant, donnons le pouvoir médiatique aux grands sportifs, donnons-leur aussi de quoi jouer leur rôle, ce qui d'une certaine manière répond aussi à la dernière question.
Et pourquoi pas du coup un ministre des Sports qui serait un grand sportif puisqu'il a toutes les compétences pour ça. Et pas seulement les compétences physiques, les compétences aussi intellectuelles. Et ils les ont souvent beaucoup plus que chacun et chacune d'entre nous, je vous assure. La transition est toute faite. Merci pour ces premiers échanges. On va pouvoir passer au thème 2. Bastiane, c'est à toi. Je vais laisser une petite vidéo introduire notre second thème. Ouais, effectivement, on est à Beaugrenelle, on a un petit peu remonté le temps, on est 3 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et en regardant les programmes des candidats, nous on a l'impression que vraiment il n'y a rien pour le sport. Du coup on est allé interroger les gens, savoir s'ils en savent peut-être plus que nous, on ne sait pas, il y a peut-être des surprises. Donc c'est parti, on va voir ça. Sur le sport, j'ai pas vu grand-chose sur le sport. Est-ce que vous êtes intéressé au programme sur le sport des différents candidats? Pas du tout. Alors qu'il y a les JO qui arrivent. Ouais, c'est vrai, en plus je fais beaucoup de sport, mais je me suis pas penché sur le sujet. Sur le sport, rien du tout. Non, rien du tout. Pourquoi ils proposent quoi? Plus d'infrastructures, je pense. Je pense que par rapport à certains pays, on doit être en retard. On a un petit gymnase, mais il n'y a rien. Et si vous regardez bien autour, il y a une piscine là. Et finalement, à part des petites salles de sport, il n'y a pas vraiment de gymnase comme on pouvait avoir, où on peut accéder au volley, au hand, des choses comme ça. Si on veut faire du sport, on met une paire de baskets, on peut très bien aller librement faire du sport soi-même. Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une petite question? Non, pas du tout. Je ne m'y suis pas vraiment intéressée en fait. Je ne sais pas s'ils proposent des choses. Il y a des candidats qui proposent quelque chose dessus? Je pense que ils ont d'autres chats à fouetter là, par le sport. Ouais, ça devrait être un point important, tu vois. Bon voilà, en les écoutant, vraiment, aucune surprise, le sport est le grand absent de cette campagne présidentielle. Donc nous, on aimerait savoir pourquoi si peu de considération pour le sport. Merci à notre super envoyé spécial. Première question pour Nathalie Yanetta. Quel genre de conseil vous donniez à François Hollande quant à la jeunesse et au sport? Bon courage. D'en faire du sport. On a eu un projet très structurant. Moi, j'ai eu cette chance inouïe. On s'est dit, organiser les Jeux Olympiques, ça peut changer les choses. À condition que l'héritage passe avant l'organisation stricto sensu d'une compétition qu'on saura faire sans aucune difficulté, parce que la France, elle est un grand pays qui est capable d'organiser des événements de cette envergure, évidemment. Et qu'est-ce que c'est censé changer? La place du sport dans la société, l'héritage immatériel. Monsieur disait, il y a un problème d'équipement. Oui, probablement que grâce à l'organisation des Jeux, sur le territoire de Marie-Georges, par exemple, qui est un territoire où on le sait, les enfants ont du mal à nager, par exemple, avoir une piscine, c'était indispensable. De refaire quelques équipements sportifs, c'est nécessaire, mais objectivement, le vrai héritage, c'était immatériel. Donc, on a eu envie de lancer, en concertation évidemment avec tout le mouvement sportif, avec la mairie de Paris, etc., le fondement de cette volonté de gagner Paris 2024, il était surtout là-dessus. Et puis, il y avait aussi des enjeux d'accessibilité de la ville. Parce que quand vous organisez les Jeux Olympiques, vous organisez les Jeux Paralympiques. Or, les Jeux Paralympiques, c'est rendre la ville plus accessible grâce au sport. Et tous mes amis qui sont paras me disent toujours la même chose et ils ont raison. Moi, je ne reviendrai plus jamais dans ton monde de valide. Toi, un jour, tu seras dans le mien parce que soit tu seras vieille, soit tu auras eu un accident. Et par ailleurs, on a tous, pour ceux qui ont eu des enfants, la poussette dans certaines rues, c'est compliqué pour monter le métro. Donc, en fait, rendre la ville accessible, c'était aussi une manière de laisser un héritage grâce aux Jeux Olympiques. Et extrêmement fière de voir à quel point tout le monde s'est mobilisé autour de cette candidature. Tout le monde a joué le jeu, toutes les couleurs politiques, tous les territoires se sont animés, se sont dit ce serait vraiment une bonne idée, mais pas seulement pour organiser la compétition sportive, mais pour tout ce que ça veut dire autour. Et les gens qui ont mené cette candidature ont été persuasifs, performants et voilà, il y a les Jeux dans 2 ans. Alors après, est-ce que le bilan à 2 ans des Jeux est aussi enthousiasmant qu'en 2014 Voilà. Pas partout. Oui, il y a les Jeux et les Jeux paralympiques. Et il y a eu les déclarations autour des Jeux. On allait gagner 8 millions de licenciés. Je me rappelle de cette annonce. Voilà.
on allait faire de ces jeux et ces GOP des choses de très populaires avec des initiatives partout. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et puis, il y a une responsabilité de l'État au niveau financier, du budget consacré au sport dans notre pays. Nous sommes à moins d'1 milliard, en incluant les travaux pour les Jeux olympiques et paralympiques. Nous sommes à moins d'1 milliard. Le budget de la culture, c'est 3 milliards, et je m'en félicite. Hein. Bah, tant mieux, oui. Tant mieux que ça monte encore, c'est encore mieux. Mais il faut des moyens pour le sport, pour l'accessibilité, pour les infrastructures. Un département comme le mien, celui de la Seine-Saint-Denis, nous sommes en sous-équipement, mais ce n'est pas le seul département de France. Un enfant sur 2 ne sait pas nager en entrant au collège. Parce qu'il n'y a pas les créneaux horaires, parce qu'il n'y a pas suffisamment de piscines, etc. Et les professeurs d'EPS se sont manifestés récemment, je les ai reçus à l'Assemblée avec tout le mouvement sportif de Seine-Saint-Denis, parce que manque de gymnase et de terrain, ils ne peuvent pas faire leurs heures. Ou alors ils mettent 80 minutes pour aller sur le lieu, sur les 2 heures de sport, et ils mettent 80 minutes pour revenir. Donc les heures d'éducation physique et sportive ne sont pas assurées dans les établissements de l'éducation nationale. Donc il faut mettre de l'argent dans les infrastructures, aider les communes, les groupements de communes à construire des infrastructures. Et à les entretenir. Et à les entretenir. Ça coûte très cher. Ben oui, entretenir une piscine et encore plus une patinoire, c'est hors de portée d'une commune. Et puis il y a la situation des bénévoles. Est-ce qu'on va vers un statut du bénévole? Est-ce qu'on encourage le bénévolat sportif? On a vu pendant le Covid, avec le fait que nos bénévoles sont plutôt des gens d'un certain âge, dans beaucoup de clubs amateurs, avec le Covid et tout, ça a freiné, bien sûr, l'engagement bénévole, et ça se comprend tout à fait. Hein, c'est tout à fait respectable. Mais comment on encourage des plus jeunes voilà, avec un statut, avec des avantages en tant que bénévole par rapport à sa retraite, par rapport à être libéré de son travail pour un temps d'heure, etc. Et puis, il y a la question de l'emploi sportif. C'est-à-dire, quand on a débuté ce quinquennat, il y a eu la suppression de tous les emplois aidés. CTS. Qui concernait notamment les clubs sportifs. Comment on recrée des moyens pour avoir des emplois de gens qualifiés qui ne prennent pas la place des bénévoles, qui sont élus, mais qui viennent renforcer l'encadrement du club amateur, la qualité de l'encadrement, etc. Donc on a bien des choix politiques à faire. Alors quand je dis ça, souvent on me dit, mais n'importe comment, tout le monde est d'accord sur le sport, donc ça ne mérite pas un débat politique. Ben non, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord du tout sur le sport. Et si on avait fait un débat entre tous les candidats et candidates sur cette question, on se serait aperçu qu'il y a de grandes différences. Et pourquoi? Mais parce que le sport n'est pas en dehors des grands enjeux de la société. Et donc, par exemple, la question de la place de l'argent dans le sport, c'est la question de la place de l'argent dans la société. La question de la répartition de l'argent, c'est la même que dans le reste de la société. La question de la place de l'humain dans des politiques, le sport est au premier rang. On pourrait prendre maintes exemples qui montrent que les débats politiques qu'on peut avoir sur le droit à l'éducation, sur le droit à la santé, sur le droit... On peut les avoir sur le sport. Pour ça, encore faut-il que le sport soit reconnu comme un droit fondamental et qu'il fasse l'objet vraiment d'un débat sur ce qu'est le politique publique. Et voilà, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là. Non, il faudrait pouvoir l'inscrire dans la Constitution. Voilà. Et ça, ce serait une véritable révolution. Que je ne me représente pas, je peux faire de la réclame. C'est le sens de la résolution que j'avais déposée, c'est-à-dire qu'on ait une reconnaissance du sport comme un droit, pour que ça soit lié à une politique publique et à un ministère de plein exercice. Vous savez que le ministère des Sports a perdu la moitié de ses employés, de ses fonctionnaires, en quelques années. La moitié de ses fonctionnaires. Et heureusement, la mobilisation des CTS a fait en sorte que le projet de la ministre de confier les CTS aux fédérations, c'est-à-dire que les CTS ne soient plus fonctionnaires, ils ont dû reculer. On a encore donc des cadres techniques qui sont des fonctionnaires et qui, dans les fédérations, assurent la préservation de l'éthique, la bientraitance des sportives et sportifs. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la maltraitance des enfants dans certains pays. Vous savez, moi j'ai découvert, parce que des sportifs sont venus me parler, qu'un surentraînement, quand vous avez 15-16 ans,
et que vous êtes une fille, arrête les règles, dérèglement hormonal. Et les règles ne reviennent pas. Et lorsque ces sportives vieillissent, elles ont des problèmes osseux. Oui, mais si elles ne parlent pas, une fois qu'elles ont parlé, bien sûr, on a alerté tous les CTS en disant, attention, quelles sont les conditions d'entraînement, je pense à des sports comme la gymnastique et tout ça, hein, quelles sont les conditions d'entraînement de jeunes filles qui ont 13, 14, 15, 16 ans. Vous voyez, bon, il y a donc quand même voilà, une politique sportive, c'est une politique qui fait du sport, comment je dirais, une chose publique. Voilà, une chose publique qui respecte les droits humains. Voilà. Et pour ça, il faut que ce soit reconnu comme un droit. Moi, je vais me permettre d'ajouter quelque chose. Quand on a fait le livre avec Clément Pernia, La République du foot, on a interrogé la totalité des candidats à la présidentielle. Et la chose qui nous a sidérés, mais véritablement, c'est que le football, mais surtout le sport, était un impensé. Quand on connaît un petit peu l'économie du sport, quand on a des notions de sociologie, quand on va aller chercher sur la géopolitique, il n'y a plus personne. Et sur les 12 candidats, on a été vraiment sidérés de voir que la partie sport a été rédigée, allez, je vais le dire tel que je le pense, à l'arraché 2 jours avant, qu'on a des candidats qu'on a sollicités. Alors sur l'économie, il y avait du monde, hein, parce qu'on peut très bien finalement intoxiquer quelqu'un pendant 2 heures en vous parlant d'économie. Sur le sport, c'est simple, si vous voulez savoir si un candidat a bossé, si son entourage a travaillé, vous lui posez des questions sur le foot, vous posez des questions sur son économie, vous lui posez des questions sur le sport. Et là, vous allez voir le niveau de vacuité. C'est un impensé politique. Et aujourd'hui, c'est un problème. Parce que derrière, vous avez la question des droits, vous avez la question des femmes, vous avez la question finalement des minorités. Et aujourd'hui, ces problématiques-là, on est incapable de les voir. Or, l'une des portes d'entrée, c'est par le sport. Et nous, on a vu, alors qu'on partait véritablement avec un vrai enthousiasme, on voulait montrer la passion, etc. On a été confronté à un niveau de médiocrité assez rare. Alors effectivement, il y a quelques députés qui ont une vraie connaissance, je pense à Régis Juanico par exemple, voilà. Et puis les autres, et les entouragés politiques, notamment ceux qui sont en dessous de 5%. Ça a été compliqué pour certains. Pour certains, le programme n'existait pas. Et puis alors, quand on a posé la question du sport, on nous a gentiment demandé d'attendre, parce qu'il était en cours d'écriture, en cours d'arbitrage. Sauf que comme on connaît les entourages, on a sollicité les entourages. On nous a clairement expliqué que le sport n'était pas un sujet, c'était pas un enjeu. Étonnant pour un pays qui va accueillir les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby, et qui finalement faisait de cet enjeu-là quelque chose qui pouvait vaguement servir dans la trame de fond d'une communication politique en vue d'un programme de 2e tour. Et ça, aujourd'hui, ça pose un vrai souci parce qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux et que cette question-là, on ne la traite pas, on ne la traite toujours pas. Et c'est simple, hein. Vous allez voir probablement dans les 15 jours qui viennent, les 2 candidats s'afficher et parler de sport. Ou se mettre en scène. On peut imaginer par exemple qu'à Marseille, il se passera probablement des choses. Intuition. Et puis vous verrez derrière, il ne se passera rien. Demandez et posez la question aux membres du Front National ce qu'ils pensent du sport. Nous, on l'a fait. La préférence nationale dans le sport, elle pose question, elle pose problème. Voilà, je m'arrêterai là. On va passer aux questions. Vous en avez. Alors juste au sujet des Jeux Olympiques, je voudrais revenir sur une polémique qu'il y a eu il n'y a pas très très longtemps, la polémique sur laquelle le basket devait se jouer dans une halle pas forcément créée pour ça. Le hall 6 de la porte de Versailles. Voilà, c'est ça. Un endroit magnifique. Hier, pourtant, il y avait de la hauteur sous plafond. La question, c'est est-ce que finalement les Jeux Olympiques, en limitant les infrastructures, on va dire entre guillemets, inutiles une fois les Jeux Olympiques terminés, c'est vraiment faisable? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est ce qu'on veut faire, c'est économiser pour utiliser au maximum les infrastructures déjà existantes. Et ça a provoqué une levée de bouclier. Alors, quand on reprend le cas d'Athènes, où par exemple il y a eu énormément d'infrastructures qui n'ont jamais été réutilisées derrière, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un équilibre à trouver entre un extrême et l'autre? Sur la question de Paris 2024, 93% des installations étaient déjà préexistantes, donc on n'est pas dans la logique de l'Afrique du Sud avec le fameux fantasme des éléphants blancs. D'autant que les infrastructures, on en a besoin, je pense à la Seine-Saint-Denis. Pour ce qui est du basket, je pense que la situation est plus simple que ça. Il y a un arbitrage qui a été fait, et comme le badminton avait besoin de 11 mètres sous plafond, on s'est dit que c'était plus intéressant que d'avoir le basket. Si on va plus loin, ça veut dire aussi qu'il y avait peut-être une mauvaise coordination entre, par exemple, Paris 2024 et puis les fédérations concernées. Et quand on a eu la prise de position d'Evan Fournier, alors qui a été finalement
comme on aime qu'il est, c'est-à-dire frontal, en nuance, direct, quoi. Ça a fait bouger les lignes. Et puis il y a les autres qui ont suivi, les Batum et compagnie, ceux qui nous ont rapporté une médaille olympique, ceux qui font du basket finalement le deuxième sport collectif et aujourd'hui celui qui a la plus forte croissance. Et on s'est dit que par rapport au badminton, ça posait peut-être un problème. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait des joueurs NBA qui venaient et que les standards internationaux pour les tournois, ils n'étaient pas respectés. Parce que les joueurs pouvaient être aveuglés, parce que finalement, quand vous avez des spécialistes du tir à 3 points et que vous les collez dans des salles où certains tirs ne peuvent pas passer, ça pose des questions. Et là, peut-être que se posent d'autres questions, des questions de personnes, des questions d'arbitrage, des questions de compétences, des questions politiques. Voilà. Ce n'est pas forcément une question d'infrastructure. J'aurais aimé que ce soit ça. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les infrastructures qu'on nous avait vendues, on ne les aura pas. Je pense à la Seine-Saint-Denis. Elle n'aura pas le nombre d'infrastructures qu'on leur a prévues. Et aujourd'hui, ces jeux, en termes d'héritage, sont partis pour être très loin de ce qui a été vendu au départ au CIO, très loin de ce qui a été vendu aux Français, sachant qu'en plus, la note va croître. Il n'y a aucune Olympiade qui soit organisée depuis 1976, donc à Montréal, à moins de 10 milliards d'euros. Nous, on est sur un budget à 6, 8, 6, 9. Vous faites le compte. Bonsoir. Tout à l'heure, on a vu une suite d'extraits vidéo qui présentaient des politiques qui étaient avec des sportifs à l'occasion de grands événements. La question, c'était qui profite de qui. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez une analyse sur... et pour faire la comparaison avec la culture aussi, qui a des dispositifs de financement ou d'autofinancement très structurés, au contraire des investissements publics assez forts. Est-ce que vous avez une analyse sur l'incapacité du mouvement sportif à utiliser ce levier justement de sa visibilité politique Oui, ça c'est... Vous parliez d'amateurisme. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que la différence entre mon bureau de conseillère sport à l'Élysée et le bureau de ma voisine qui était la conseillère culture, c'est que moi je voyais défiler différents patrons de fédération qui me disaient l'exact inverse de celui que le premier était venu tenir dans mon bureau, alors que chez la conseillère culture, le monde culturel d'un côté et le monde médiatique de l'autre, parce que c'était évidemment les deux tenants, parlaient d'une seule et même voix. C'est fou comme le monde du sport n'a pas compris que la compétition, il ne faut pas se la faire entre soi. Que lorsqu'ils sont unis, ça marche. Je ne sais pas d'où viennent ces rivalités qui sont souvent, des fois même des rivalités de personnes, ancestrales, difficiles à dépasser, mais oui, une des raisons pour lesquelles le mouvement sportif est aussi peu audible, c'est qu'il ne parle pas d'une seule voix, pas souvent en tout cas, et pas assez. Et pourquoi ça a marché au moment des sanctions contre la Russie? Parce que pour la première fois, le monde sportif a parlé d'une seule voix. Il a fallu 4 jours. J'ai souvent l'habitude de dire qu'en France, on a 2 grandes muettes. 2 grandes muettes, l'armée et le mouvement sportif. Alors peut-être que ça vient d'une tension entre eux, etc. Mais je pense qu'à la source de cette absence de prise de parole, il y a le problème de la démocratie dans le mouvement sportif. Si dans une fédération, vous avez un vrai débat sur les enjeux pour l'avenir de la fédération, etc., entre plusieurs candidatures, et tout, avec des élections qui s'élargissent à l'ensemble des clubs et tout ça, peut-être que ça donnera envie à la nouvelle présidente, au nouveau président, à la direction de ces fédérations, de prendre la parole, parce qu'ils auront été portés par un débat démocratique au sein de leur fédération, et que les licenciés leur diront, dites donc, on vous a élu pour ça, hein, pour que vous réclamiez à l'État ceci, pour que vous dites ceci au CIO, etc. Tant qu'on aura une démocratie gelée dans le mouvement sportif, ça sera difficile pour les présidents et présidentes de porter des exigences, de porter des opinions, de porter des propositions. Plus ça va être vivant à l'intérieur des fédérations, plus les choses s'exprimeront et tout. Donc je pense que la question de la vie démocratique des fédés, alors je ne parle pas des fédérations internationales, là c'est du CIO, là nous sommes, n'est-ce pas, mais au moins, si dans nos fédérations en France, on arrivait à lever ce débat démocratique, je pense qu'on aurait plus de prise de parole. Si on peut ajouter une dernière chose, c'est aussi la question de la professionnalisation. C'est-à-dire que la question du lobbying et de l'influence, ça se travaille.
Aujourd'hui, quel est le seul pays qui n'a pas été capable d'emmener son championnat de football professionnel jusqu'à son terme? C'était nous. Or, on se targue d'être un des 5 premiers championnats du monde, en tout cas d'Europe. Au bilan des opérations, on se retrouve avec une de l'équipe qui reste mémorable, avec marqué dessus comme des cons. Eh bien, ça dit assez bien ce que le mouvement sportif aujourd'hui est incapable de faire, c'est d'effectivement parler d'une même voix. Pensez au pass culture, regardez combien ça coûte, regardez le pass au sport, regardez le différentiel. Vous avez une trace clairement politique. Le politique ne connaît que le rapport de force, ne connaît que le poids, finalement, en termes de vote derrière, et ce que vous représentez comme capacité de nuisance. On ne l'a pas encore. Il reste 2 questions, une là. Bonjour. Ma maman est professeure de PS et mon papa a été CTS. Et le sentiment qui prédomine quand on parle avec eux, c'est qu'après 2024, il n'y a plus rien. Qu'il y a toujours cette question d'un engagement à fond dans un cycle olympique, qu'on met plein de moyens pour briller chez soi. Et qu'après, c'est un peu après moi le déluge. La question de la continuité de l'héritage dans les Jeux Olympiques, c'est un peu l'éternelle question. À chaque Olympiade, on se dit ça, ce ne sera pas une Olympiade comme la précédente, il y aura une continuité. J'ai l'impression que c'est un peu une éternelle tarte à la crème, puisque à chaque fois, on a l'impression qu'au moment où les Jeux s'arrêtent, l'attention est portée ailleurs. Alors pourquoi on n'y arrive pas en fait? En France? Parce que ce n'est pas valable sur toutes les Olympiades. Je pense que Barcelone ne serait pas Barcelone si elle n'avait pas organisé les Jeux de 92. Ça a tout changé. Y compris dans l'accès à la pratique sportive, à la fierté qu'a eu cette ville d'être reconnue pour ces Jeux Olympiques. Alors oui, bien sûr, moi j'ai envie de vous dire que s'il n'y a pas d'héritage de 24, ça ne sert à rien d'organiser une compétition de cette envergure au prix où ça coûte, et même si on arrive à gagner 80 médailles. J'ai envie de te dire que... Alors après, c'est aussi à nous tous, les citoyens engagés, qui aimons le sport, qui luttons en permanence contre le mépris, les préjugés sur ce secteur-là, d'exiger des comptes, de s'engager auprès du COJO peut-être, auprès des clubs amateurs de nos villes, d'aller voir nos mairies, parce que oui, l'adjoint au sport, là pour le coup, il compte aussi beaucoup, parce que c'est lui qui, d'une certaine manière, permet aux enfants d'aller s'émanciper, peut-être parfois de devenir des petits champions, des petites championnes. Donc je pense que nous aussi, chacun dans notre domaine, vos parents le font. Parce que, alors bon, là c'est vraiment le coup double, hein, chapeau au niveau du sacrifice, CTS plus prof de PS, quelle abnégation. Mais j'imagine qu'ils ont un certain âge, pour rien au monde, ils feraient un autre métier que celui-là. Et ici, je pense que si vous êtes là, même si Jean-Baptiste a raison, on aurait aimé que vous soyez plus nombreux, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui a une résonance lorsque l'on parle du sport. Et encore une fois, on ne parle pas de performance sportive, on parle de valeurs associées au sport. Si aussi, nous, citoyens, on arrive à se mobiliser derrière tout ça, ça peut marcher. Le nombre de clubs en France, c'est spectaculaire. Le nombre de licenciés, ça l'est. On est un pays qui pratique aussi beaucoup hors club le sport. On l'a vu au moment du Covid. Moi, dites donc, je me suis dit, waouh, on va en avoir des médailles sur le marathon parce que tout le monde était devenu un sportif du dimanche. C'est déjà pas mal d'être un sportif du dimanche, mais il faut qu'on s'assemble. Et on est sur un secteur qui est le collectif et qui est se fixer un objectif et l'atteindre. Pourquoi on n'est pas, non plus nous, capables de le faire? Je n'ai pas répondu à cette question encore. Merci beaucoup. Donc on va passer au dernier thème avec encore une fois une vidéo qui va l'introduire. Oula. Prise de position. Après 100 ans, aujourd'hui, nous vivons un moment phénoménal, particulier, l'aboutissement d'un chemin innovant. Pour ceux qui ont raté ce rendez-vous, ou pour ceux qui n'étaient pas encore prêts, il faudra mettre les bouchées doubles, parce que ce rendez-vous de 2024, il arrivera une fois dans votre vie. Et vous le savez. Emmanuel Macron met la pression aux sportifs français à 3 ans des JO de Paris. C'est une grande nation du sport. Maintenant, se dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. Au cœur de ces Jeux, nous placerons la jeunesse. Elle est notre présent, elle est notre avenir, elle est notre espoir et elle est notre fierté. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement.
confronter notre jeunesse à l'international. Alors, on pourra toujours se cacher derrière le Covid. Un an avant de recevoir les JO, la France accueillera le monde du rugby dans 9 stades déjà utilisés pour l'Euro 2016 de football. Un enchaînement qui place l'Hexagone et ses infrastructures au cœur de la planète sport. Ce sont des réformes qu'on a engagées. Mais c'est évident, pour gagner la Coupe du Monde va nous aider, va accélérer ces réformes. Devant tous ces enjeux, vous, Nathalie et Aneta, qu'est-ce que vous attendez de notre prochain président ? Sur ces enjeux-là de sport, si on n'arrive pas à faire du sport un bien commun, parce que le sport, ça émancipe, parce que le sport, ça soigne, parce que le sport, c'est encore le dernier endroit où, franchement, vous parlez dans un stade, dans une salle, à quelqu'un avec qui vous auriez normalement peut-être jamais rien dû à faire, à voir et à être ensemble. Pour des petites filles, pour des handicapés, pour qui le sport est non seulement ça sauve leur vie, hein, mais vraiment ils retrouvent de la force et de la dignité. Je pense que inscrire le sport comme étant un bien commun et permettre au budget du ministère, parce que sinon on va faire un truc très simple, si on n'augmente pas le budget du ministère des Sports, on va le supprimer. Au moins c'est cohérent. Et puis, on a une agence pour le sport qui existe, qui est censée s'occuper à la fois de la haute performance et à la fois du sport pour tous, et c'est bien suffisant. Et on donne les clés du camion à un mouvement sportif qui s'autonomise et qui, après tout, devient grand. Le problème de donner les clés d'un camion, c'est qu'il faut s'assurer que chacun ait son permis de conduire. Et franchement, dans certaines fédérations, Jean-Baptiste parlait de professionnalisation, Marie-Georges de gouvernance, il y en a à qui, si je leur donne les clés du camion, je ne monte pas avec eux. Donc, il y a aussi ça. À un moment donné, on ne peut pas rester dans cet entre-deux. Soit les politiques publiques trouvent des issues, mais vraiment portées, fortes, et donc, OK, on continue avec un ministère des Sports, soit ce n'est pas le cas, et alors supprimons-le complètement, et on rentre dans un autre modèle, très différent, très disruptif, et qui bénéficiera, et on le sait tous, aux plus forts, aux territoires les plus riches. C'est ce qu'ont fait les Britanniques, le fameux modèle qu'on nous a vanté post-Londres 2012. Il existe, et franchement, la question, elle se pose. On a le droit de poser le débat. Qui est pour et qui est contre ça? Mais ce débat-là, en France, on ne l'a même pas. On a lu un peu de tout. On a un ministère, on a une agence, on a un CNOSF, on a un COJO. À la fin, qui fait quoi? C'est ça qui aussi nous handicape et nous ralentit. Donc peut-être un peu de clarification, et un choix avec lequel je serais peut-être contre, je serais peut-être pour ce choix-là, mais au moins de faire un choix sur un système qui aujourd'hui, objectivement, n'est plus efficace. Marie-Georges Buffet, vous, de quel œil vous voyez l'avenir du ministère des Sports? Est-ce qu'il va de l'œil gauche, Marie-Georges, toujours. Ben, heureusement que les Jeux n'ont lieu qu'en 2024, parce que je pense qu'ils auraient eu lieu cette année et le ministère des Sports mourrait de sa belle mort dès l'année suivante. C'est la route qui est en train d'être prise. Vous avez l'Agence nationale du sport, qui devait être réservée au haut niveau, mais qui a pris aussi le sport pour tous, qui devait permettre à de l'argent privé, à l'économie, de financer le sport. L'agence est entièrement financée par des deniers publics. Ça n'a pas marché. Parce qu'on n'a pas non plus laissé l'espace, franchement, au monde économique qui aurait pu et doit jouer un rôle aussi. Oui, mais parce que cette agence a été créée sans qu'on ait pu en débattre. Oui, c'est un projet de société. Le budget pour l'agence a été voté dans le budget de l'État, alors que l'agence n'était pas créée. C'est la première fois en 20 ans de député que je vois ça. L'agence n'existait pas, mais on avait déjà voté un budget dans les crédits de l'État. Et puis après, au détour d'une loi qui n'avait rien à voir avec ça, on a eu 3 articles, boum, qui ont créé l'agence. Comme ça. Moi, j'ai découvert l'existence du projet agence parce qu'un jour, par hasard, je vais au CNOSF parce que j'étais invité à une conférence de presse du président du CNOSF qui nous sort des beaux trucs, des plans, des machins sur le rôle de l'agence. Je dis pardon, on était là, nous les députés, mais ça vient d'où? Ça a été créé où? On en a débattu où? Voilà. Donc, non, je pense que nous avons besoin d'un capitaine ou d'une capitaine, et donc il faut un ministère de plein exercice, avec un ministre qui ne soit pas délégué,
Et puis ensuite, il faut qu'il y ait un CNOSF avec une direction élue démocratiquement. Et c'est les deux pôles de commandement pour déployer le sport, pour faire en sorte qu'il soit accessible à tous et à toutes. C'est le partage du service public du sport entre le mouvement associatif et l'État français. C'est loin du modèle anglo-saxon. Mais ça permet d'assurer, grâce au rôle de l'État, l'égalité d'accès dans tous les territoires, aux filles et aux garçons, à la pratique sportive. Ça permet de développer une véritable pratique sportive. Et puis peut-être que le ministère de l'Éducation nationale serait poussé aussi à développer les heures de PS, qui sont un enseignement et non pas 30 minutes d'activité. C'est un peu différent, ce n'est pas tout à fait la même chose. On enseigne la géographie, on ne fait pas 30 minutes d'activité de géographie. On enseigne la géographie, on enseigne le PS. Et donc, voilà, c'est tout cela qu'il faut développer, et j'espère que voilà, on va retrouver cette volonté de faire du sport. C'est un droit, donc il faut que chacun ait ce droit accessible. C'est le but d'un gouvernement, c'est comme le droit à la santé ou le droit à l'éducation. Je vais ajouter une chose. Si la France aujourd'hui a sa place dans les bilans internationaux, c'est parce que justement ce système-là a fonctionné et a montré son efficacité. La France est, suivant les classements, entre le 5e et le 6e rang mondial dans l'histoire du sport. Ça, on a tendance à l'oublier. On en fait des tonnes sur le fait qu'on n'a pas de culture sportive, c'est faux. On en a une, mais elle est propre à notre pays. Et puis juste pour ajouter une dernière chose, une blague qui correspond à l'atmosphère actuelle, vous savez quel est le dernier appel d'offres qui a été passé ? C'est un appel d'offres qui vise un cabinet de conseil pour expliquer justement à l'extérieur ce à quoi sert l'ANS, l'Agence nationale du sport. C'est vrai, hein, c'est-à-dire que l'appel d'offres vise à expliquer au monde sportif et à l'extérieur à quoi sert l'ANS. Vous avez une bonne idée de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas les Britanniques. Le système UK Sports ne fonctionne pas. En tout cas, peut fonctionner, mais c'est un changement radical de modèle. Et là-dessus, en termes de démocratie, on n'a pas été sollicité. C'est vrai. On va terminer avec une vidéo réalisée par le magazine Caviar, qui va permettre de conclure cette conférence. Est-ce qu'il y a un problème de vidéo? Et sinon, en tant qu'à faire, on prend les questions. Et il n'y a aucune voix qui me répond. Alors, il y a un problème. Donc, il y a un problème. Ouais. Là, je pense qu'on peut conclure qu'il y a un problème. Une question ici. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai 3 petites questions. J'espère que les réponses seront courtes aussi, parce que sinon ça va monopoliser la parole pendant encore 1h30. La première, c'est concernant la loi Larrivé de 2016, qui a fourni un outil assez formidable, l'instance nationale du supporterisme, un outil de démocratie dans le domaine sportif qui est inédit en France et peut-être à l'étranger. Quel est selon vous le bilan de l'utilisation de cet outil par le ministère des Sports? Ça, c'était la première question. La deuxième concerne des éléments qui ont déjà été évoqués précédemment concernant la volonté de l'État comme des fédérations de venir encourager un sport ou une pratique sportive plus vertueuse. Pourquoi, ou est-ce que selon vous l'État directement, via le ministère des Sports, via le CNOSF, pourrait conditionner par exemple l'obtention des DSP qu'obtiennent toutes les fédérations sportives à des critères liés au développement durable, liés à une pratique plus éthique, plus égalitaire, plus respectueuse de l'environnement, qu'il soit écologique ou social. Et la dernière question, qui est peut-être un peu plus philosophique, même si c'est un gros mot, est-ce que dans le sport d'aujourd'hui, à tout niveau, amateur ou professionnel, est-ce que le jeu finalement et l'amusement ont encore leur place ? Est-ce que quand on commence à parler d'objectifs tels que le nombre de médailles, finalement on ne se trompe pas complètement de combat? Et est-ce que ce ne serait pas finalement plus intéressant d'envisager le sport comme ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire un jeu et un amusement pour tous et pour toutes? Alors qui commence? Marie-Georges. Sur le supporterisme, la loi Larrivé a mis en place cette instance où les clubs sont représentés, qui travaille en lien avec le ministère des Sports. Mais pour l'instant, peu de choses ont été modifiées.
que ce soit par exemple les interdictions administratives de stade, qui parfois se cumulent avec des interdictions judiciaires, ou alors il y a une interdiction administrative de stade, mais la justice dit non, ce n'est pas justifié. Enfin, on a tous ces problèmes de ces interdictions de stade, des interdictions commerciales aussi, qui sont très nombreuses. Le fait que, par exemple, la préparation des déplacements ne soit pas suffisamment préparée à l'avance avec l'ensemble des groupes de supporters et les clubs concernés, etc. Bon. J'ai fait avec Sacha Houillet, député d'En Marche, un rapport sur le supporterisme récemment, où nous avons fait toute une série de propositions. Une seule a été retenue dans la loi sur la démocratisation du sport, c'est l'expérimentation, je fatigue, sur les fumigènes, mais c'est la seule mesure qui a été retenue par rapport à toutes les propositions que nous avons faites. Il y a un outil qui est à la disposition des ministres des Sports, c'est la convention d'objectifs. Vous signez avec chaque fédération une convention d'objectifs. Donc, vous pouvez réserver la subvention publique à un certain nombre de progrès sur tel ou tel objectif, féminisation, éthique, etc. Bon, voilà. Donc là, il faut une volonté politique pour dire, dans les conventions, il faut mettre ceci et cela. Si une fédération a des pratiques non éthiques, dopage, corruption, etc., le ministre ou la ministre dispose de l'arme atomique. Retirer l'agrément. Retirer l'agrément. La fédération est dissoute et il faut qu'elle se reconstruise club par club. Moi, je l'ai fait pour la fédération d'haltérophilie. Parce qu'il faut dire qu'elle cumulait quand même beaucoup de petites dérives. Hein. Voilà, et donc ils ont dû se reconstruire. Donc le ministère a quand même des possibilités d'influer sur le comportement des fédérations, sur leurs objectifs, sur leur, etc., etc. Alors, oui, un jeu, un plaisir, un bien-être, un amusement, tous les termes qu'on peut mettre autour du sport, mais aussi le plaisir de la compétition, le plaisir du dépassement, le plaisir de la rencontre. Et il faut, je veux dire, il ne faut pas opposer à... Moi, le sport du dimanche, comme vous parliez tout à l'heure, où on fait ce qu'on veut, on va où on veut, bon, c'est un plaisir, bien sûr, mais le sport organisé, le sport structuré, y compris le sport qui va vers le haut niveau, peut être aussi un plaisir et peut être aussi un spectacle, un beau spectacle. Un spectacle, oui, qui relève de la culture, qui relève de tout ça. Donc, moi, je n'opposerais pas un sport qui serait un sport jeu et puis un sport qui serait le sport compétition. Par contre, il faut rendre au sport compétitif toute son éthique. Ça, c'est clair. Et le plus bel exemple de ce mélange entre le plaisir et je crois, la professionnalisation ultime, c'est le match d'hier entre Manchester et Liverpool. Il n'y a pas plus friqué que la Première Ligue, il n'y a pas plus tiré à 4 épingles que la Première Ligue. Et les 22 garçons, hier soir, ils nous ont offert un spectacle de malade. Et donc, c'est possible qu'il y ait les deux. Et c'est parce qu'il y a ce plaisir-là chez les très grands que, du coup, les enfants ont envie de se déplacer et d'aller à l'entraînement le lundi soir quand il fait froid et que tu sors des cours et que tu y vas quand même. On ne peut pas opposer les deux. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. On va s'arrêter ici. On va pouvoir continuer le débat dans un cadre sympathique à côté, donc dans le bar Le Basile, dans quelques minutes. Donc si vous voulez nous y rejoindre. Ceux qui pourraient être intéressés pour les futurs débats, n'hésitez pas à venir me voir ici. On aura une petite feuille. On prendra du coup vos noms, votre prénom. Il y aura la possibilité aussi d'adhérer à l'association, ce qui vous permettra d'avoir un accès rapide. En tout cas privilégié aux prochaines places. Je pense que vous l'avez vu, on a été obligé de limiter l'accès à cet amphithéâtre pour différentes raisons. Donc si vous voulez avoir la chance de pouvoir participer à de prochains événements, n'hésitez pas à venir nous voir ici et à nous laisser vos coordonnées. Merci beaucoup pour votre attention. Et bravo pour organiser ça. Bravo pour organiser ça. Merci à vous. C'est important que vous organisiez des choses pareilles et bravo à vous et à vos équipes et à la mobilisation des
des étudiants, même quand ils ont 77 ans. Ouais, j'ai manqué à tous mes devoirs. J'ai pas remercié nos intervenants. Merci de nous avoir fait confiance. Cette conférence avec Gabriel Joly. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. On est vraiment ravis de vous retrouver pour cette conférence. On espère évidemment que vous avez apprécié les discussions qui ont pu avoir lieu avec Marie-Georges Buffet, Nathalie Yanetta et Jean-Baptiste Guégan. Gabriel Joly, c'était très intéressant, très intense aussi. Si tu devais choisir un moment dans cette heure et demie qui t'a marqué, qu'est-ce que tu retiendrais? C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses ce soir. On a évoqué le Qatar, on a évoqué forcément les JO qui arrivent, mais moi, ce que je retiens, c'est un peu le serpent de mer, c'est un peu les droits télé comme d'habitude. J'ai été assez intéressé lorsque Nathalie Yanetta parlait en fait du moyen par rapport aux questions hommes-femmes dans le sport, au moyen de par les droits télé en fait, d'arriver à montrer des sports féminins, et on le voit aujourd'hui en ce moment avec... c'est ça, c'est par la retransmission, par la médiatisation en fait qu'on va aboutir fait à tendre vers plus d'égalité, même si on le sait, le chemin il est compliqué. Tu parles d'un serpent de mer, c'est vrai que c'est forcément des dossiers qui sont très sinueux. On va avoir des réactions, d'ailleurs on attend Thibaut Martinez qui a organisé cette conférence, Jean-Baptiste Guégan aussi qui va revenir avec nous. Quand je repense au début un peu de la conférence, ça a attaqué sur un dossier très fort avec Marie-Georges Buffet qui parle évidemment des droits humains aussi, parce qu'il y a cette question à l'aube de la Coupe du Monde qui disait carrément elle voudrait pas de la sélection afghane au prochain JO, dans la mesure où la moitié de la population est privée de sport, dans la mesure où les femmes sont exclues. Doivent se cacher carrément. Voilà, doivent se cacher de la pratique sportive. On avait commencé là-dessus en se disant finalement les régimes autoritaires, ils ont une utilisation du sport très particulière et à des fins d'instrumentalisation. C'est d'ailleurs ce que Jean-Baptiste Guégan disait en fait, par rapport au cas de la Chine. Il expliquait comme quoi en fait, la Chine instrumentalisait le sport et arrivait à avoir vraiment des résultats, parce qu'aujourd'hui, même si pour nous notre domaine le foot pas encore probant, mais dans d'autres sports on a des champions chinois parce que par des politiques d'investissement, et quand on a beaucoup de monde en termes de démographie, forcément on arrive à avoir des résultats, mais au prix de quoi? De la casse de certains enfants lorsqu'on est dans les formations sportives plus jeunes. Ça passe par des problèmes vraiment sociaux compliqués, quoi. Alors on voit les gens qui sortent tout simplement de la salle derrière nous, et on a aussi les invités qui sont passés derrière la caméra de Théodore Azouz, alors qu'on a un petit problème de son, visiblement c'est les aléas du direct, on est obligé de régler ça avec Gabriel Joly. Donc les invités, je disais, derrière la caméra de Théodore Azouz qui sont passés, on a vu notamment Marie-Georges Buffet, elle nous a accordé un entretien très rapidement avant cette conférence qu'on va retrouver évidemment, un entretien mené avec l'excellent Charles Fandre que je salue, Nathalie Yanetta qui passe également derrière moi. Il y a un deuxième volet justement qu'a évoqué Nathalie Yanetta. Forcément, elle a été témoin de ça, puisqu'elle a été sous le gouvernement de François Hollande. C'est l'inefficacité en fait des politiques sportives. Alors qu'on a Jean-Baptiste Guégan qui est avec nous. Venez Jean-Baptiste. On va prendre... merci pour l'apparition caméra. C'était l'apparition de champ. Ça nous a permis de vous accueillir. Justement, une petite réaction. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parler d'exploration sport, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, parler de sport avec des gens intelligents, c'est encore mieux. Et puis, pour une fois, j'étais en minorité, donc c'est bien. Il n'y avait que des femmes sur la tribune, ça c'est excellent. Donc, c'est bien l'association Échange en tribune. Et puis, il y a eu des questions pertinentes. L'amphi était quasiment plein. Donc, non, c'est bien. Franchement, Guégan, on rappelle, vous êtes l'auteur de La République du foot, pour ceux qui vous découvrent. On va le montrer d'ailleurs à l'antenne. Voilà, allez-y, on va le montrer à l'antenne. Voilà, on le voit, il est juste ici. Édition Amphora, voilà, pour ceux qui souhaitent se procurer. On a eu un petit sentiment quand même, forcément, je vous en parlais aussi avant l'émission, de frustration, parce que c'est un problème qui est difficilement soluble aujourd'hui, l'absence de politique sportive réelle, et c'est ce qui prédominait un peu dans cette conférence, c'était, il y a une inaction, et il y a beaucoup de mal à faire quelque chose par rapport à cette inaction. Tant qu'on n'aura pas un poids politique important, on pourra toujours parler de sport, ce sera de la cosmétique. Ce qu'il faut, c'est que votre génération, ma génération, s'invite dans les débats, pose la question du sport et fasse comprendre aux politiques ce qu'ils peuvent finalement en retirer. À ce moment-là, ça va s'aligner. Et derrière, il y a aussi les sportifs qui vont devoir bouger. Moi, j'ai pu apparaître un rien pessimiste pendant la conférence. À court terme, oui. Je pense qu'à long terme, on a tous intérêt à ce qu'on fasse plus de sport.
à ce qu'on en tire davantage parti. On a les Jeux de 2024. On a la chance d'avoir des actionnaires forts en France sur la quasi-totalité des sports. Il faut qu'on fasse quelque chose. Là, on a le deuxième tour. On a 15 jours. Il y a les législatives derrière. C'est à vous d'aller harceler vos candidats. C'est à vous d'aller harceler les deux partis, et notamment En Marche, parce que vraisemblablement, ça va être un parti qui sera encore là. Allez-y, hein. Allez solliciter vos députés. Faites finalement de l'action politique. Parce que justement, finalement, dans les programmes des deux candidats finalistes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il n'y a pas grand-chose par rapport au sport. Il y a même quasiment rien. Enfin, on avait regardé justement dans Salon Caviar les programmes un petit peu, on avait un peu décortiqué les programmes. Les deux finalistes font partie de ceux qui proposent le moins, Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas. Oui, alors après, c'est aussi dans ces entourages-là qu'on a quand même des gens qui connaissent un peu la situation. Maintenant, vous êtes sur un président qui est en place, qui a déjà ses équipes, qui ne changera pas tout d'un coup. Vous êtes ensuite sur une outsider qui utilise le sport uniquement comme vecteur de préférence nationale, donc c'est problématique. Une fois qu'on a dit ça, il faut continuer à agir. Les gens à ce niveau-là, ils comprennent très vite les rapports de force politique. Vous avez des clubs de foot partout, vous avez des clubs de basket partout, vous avez des personnalités publiques que sont les sportifs qui peuvent se mobiliser. C'est à nous d'aller les solliciter. On a un atout fort, et vous l'utilisez avec Caviar, c'est les réseaux. Les réseaux numériques, aujourd'hui, votre génération, elle sait les utiliser. Et c'est là où il faut aller les chercher. Sinon, ils n'en parleront pas, ce ne sera pas un sujet. Marie-Georges Buffet évoquait, à propos d'un dossier géopolitique, je sais que c'est des sujets que vous maîtrisez très bien, elle parlait de courage. C'est aussi ce qu'il faut, du courage politique de la part des instances, de la part de l'exécutif. Il faut du courage, il faut aussi être capable de construire soit des compromis, soit des stratégies politiques, soit des rapports de force. Et on l'a vu, hein, il y a de ça 1 mois et demi sur la Russie, personne n'aurait imaginé des sanctions qui soient communes à la totalité des fédérations, uniques et qui ciblent tout. Organisation, participation, financement, etc. Aujourd'hui, c'est le cas, c'est possible. La boîte de Pandore, elle est ouverte. Il faut s'engager. Il faut que les sponsors s'engagent derrière. Après, ça suppose aussi peut-être de se priver d'un quart des pays du monde. Peut-être qu'on est face à une explosion complète de la gouvernance sportive. Maintenant, il faut plutôt voir les choses de manière positive. C'est le moment de construire un rapport de force avec le CIO, avec la FIFA. Hein, on ne rappellera jamais que jamais assez que Gianni Infantino s'est installé à Doha. Hein. C'est la première fois qu'un président de la FIFA fait ça. C'est peut-être l'occasion de lui rappeler qu'il y a peut-être d'autres choses à faire. Comme par exemple allonger les matchs à 100 minutes ou... Moi, j'ai vraiment cru au départ à un délire. C'est-à-dire, je pensais pas que c'était... Je pensais vraiment que c'était une blague. Donc moi, je l'ai pris comme ça. Avec Gianni Infantino, on n'est plus à ça près, hein, j'en ai l'impression. Gianni, c'est celui qui a essayé 3 tentatives de réforme du sport, qui est le premier sport de la planète, qui est le foot pour l'instant. À force de modifier le format et d'altérer les compétitions, vous avez un outsider en face. C'est le basket. Et le basket aujourd'hui a une croissance folle. Et regardez le nombre de gens qui regardent le basket US. Regardez le nombre d'outsiders finalement qui sont en capacité de concurrencer le foot. Peut-être pas que ça dure trop longtemps. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Guégan. Très bonne soirée. Sortie de champ parfaite pour Jean-Baptiste Guégan. Comme l'entrée, ouais. L'entrée était un peu plus surprenante, on va dire. Merci en tout cas à Jean-Baptiste Guégan d'être passé à notre micro. Gabriel, il y a cette question de courage, je reviens là-dessus parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est vraiment aux acteurs et on le voit même au niveau des sportifs. Dans un autre registre d'un Kylian Mbappé qui prend position, c'est à tout le monde, si on veut faire du sport un levier politique, d'avoir plus de courage. De toute façon, c'est un peu le but du rôle modèle, quoi. Quand on est un sportif, c'est lui qui montre à la jeunesse, qui montre qui arrive à le plus toucher forcément les gens. Donc, évidemment qu'il y a un besoin d'avoir du courage. Après, je pense quand même que le poids que soulevait Jean-Baptiste Guégan par rapport au courage des fédérations, notamment, c'est aussi quelque chose. Bien sûr, que le poids des sportifs doit être prédominant, mais c'est aussi quelque chose qui est vraiment très symbolique. Et là, par exemple, on l'a vu avec le cas de la Russie, exclure toutes les compétitions, ça s'est fait rapidement. Et en fait, à la fois, ça a été univoque, comme disait. Voilà, c'est ça. Mais à la fois, on pouvait pas faire autrement. Mais en même temps, ça a été quand même fait. Et c'était pas. Quand la décision est tombée, on n'était pas choqués, quoi, mais on l'attendait, quoi. Alors, on va en profiter pour faire un petit instant auto-promo. Gabriel, je sais que tu as bossé sur la loi sport qu'on a diffusée il y a quelques semaines. Malgré tout, c'est une loi qui a été très peu médiatisée pour un seul sujet qui était le un peu comme la loi sport et société au début du mandat d'Emmanuel Macron. Ouais, complètement. Il y a aussi ce fait-là qui est un manque de médiatisation autour des lois du sport, parce que cette loi, je sais que tu as bossé vraiment en détail dessus,
elle a son importance, elle peut changer pas mal de choses. Ouais, alors après, oui, après, bien sûr, il peut changer quelque chose. L'inscription on était avec Céline Calvez, donc la co-rapporteure qui nous parlait de ça. L'inscription du sport comme moyen de soins avec les maisons de sport santé, évidemment que c'est quelque chose qui va permettre de rendre un peu le sport plus universel encore. Mais après, il y avait des points quand même qui étaient dans cette loi assez étranges. Non, Céline Calvet nous expliquait comme quoi le fait que, par exemple, dans la présence donc c'est une loi qui vise à la démocratisation du sport, et donc par rapport à l'égalité homme-femme, que la présence de plus de femmes dans les commissions les instances dirigeantes, par exemple au COMEX de la FFF, c'était ça qui allait faire que plus de femmes et plus de filles allaient vouloir faire du sport. Je pense pas. Enfin, évidemment que c'est quelque chose qui est important, mais quand on voit aujourd'hui qu'il y a, par exemple, dans le foot, 2 millions de licenciés, et parmi ces licenciés, seulement 200 000 femmes, je crois que ça passe vraiment par surtout la médiatisation. C'est ce que disait Nathalie Yaneta tout à l'heure. Dans une minute, on aura Thibaut Martinez qui sera avec nous pour faire un petit brief, lui qui a organisé cette conférence. Justement, on parle de Nathalie Yaneta, il y a une phrase qui m'a marqué. Elle a dit, moins les gens regardent le sport, moins ils veulent en faire. Ouais. Actuellement, on a le dossier des droits télé qui est brûlant, et là aussi, le politique a son rôle à jouer, et on l'a vu, ça a été détaillé dans la conf, notamment lorsqu'on a décidé de l'arrêt des championnats, et là-dessus aussi, le politique doit se mettre au diapason pour éviter la confiscation des droits télé, qui est une vraie menace. Nous, on parle toujours de foot à caviar, c'est une vraie menace pour le foot, pour le football. Ouais, bien sûr. J'ai tendance à t'équiper, ouais, c'est ça. Bien sûr, la question de toute façon des droits, ce que disait Nathalie Yaneta, bien sûr, moins on voit de foot, moins on voit de sport en général, moins voilà, et parce que ça passe par la jeunesse qui voit est motivée pour aller en. Faut dire en fait que quand il y a l'effet boomerang, par exemple les compétitions où quand la France gagne au rugby, quand la France triomphe au handball, au basket, ça a toujours des répercussions positives. Donc on peut se dire à l'inverse, si on voit pas ces succès-là, ça aura forcément des répercussions négatives. C'est vrai que ça tombe sous le sens. Et c'est d'ailleurs ce que Nathalie Yaneta disait. Ouais. Même le foot. Pourtant, on se dit que le foot, il n'est pas menacé. Voilà, il peut prendre aussi un coup si on a à nouveau l'éclatement de la diffusion des matchs sur différentes chaînes, voilà, où il faut payer de plus en plus, ou alors la réduction et à l'inverse, la réduction des sites de streaming. Voilà, évidemment que c'est de plus en plus un vecteur qui fait qu'on voit moins le foot et que à terme, ça peut avoir des conséquences, même si on s'en rend pas compte. Je vais te poser la question la plus naïve possible, Gabriel. Est-ce que tu as un espoir que le sport soit abordé au moins une fois dans le débat d'entre-deux tours ? Je pense pas. Ou alors, je pense que c'est peut-être le débat d'entre-deux tours qui va être sport, mais je pense que pour le coup, il y aura pas forcément de sport, et c'est un problème, évidemment. De toute façon, on le voit dans les programmes, il y a rien sur le sport chez Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ouais, parce que sur d'autres candidats, on va pas forcément les citer parce que voilà, on va faire la publicité de l'un ou l'autre. Bon, de toute façon, ils sont tous éliminés. Oui, voilà. Je voulais parler, mais il y avait quand même des programmes sport qui étaient très en annexe, en fait. Par exemple, je me souviens plus si c'est Fabien Roussel ou Jean Mélenchon qui a fait carrément un dossier annexe. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai trouvé ça symbolique. C'est-à-dire, rien que dans les termes employés. Parce qu'on pourra pas, on peut pas reprocher à Fabien Roussel de ne rien proposer sur le sport. Mais en termes d'agenda, c'était quand même assez curieux de faire un dossier annexe de 8 pages et de pas le mettre au cœur, en fait, de son programme. Ça, c'était aussi symbolique de ce que représentait le sport pour lui. Bien sûr. Mais c'est ce que disait Jean-Baptiste Guégan, d'ailleurs, c'est le sport aujourd'hui n'a pas un poids, alors qu'on est rappelé à l'ordre. Le sport n'a pas un poids vraiment conséquent. Et pendant la conférence, il comparait avec la question de la culture, alors que peut-être que Thibaut Martinez le sport n'a pas aujourd'hui un poids, et on comprend bien que voilà, quand on voit que c'est que en annexe, ça veut dire quelque chose. Alors j'ai un vrai doute, c'est nos amis de Twitch ont entendu ton argument, parce que là on est sommé de partir par la direction générale du bâtiment. Thibaut Martinez, on est avec Thibaut Martinez qui a organisé cette conférence. Bonsoir Thibaut, on est en direct en effet, voilà, c'est les aléas du direct, l'apparition en plein champ comme ça. Thibaut, un petit mot peut-être pour résumer cette conférence. Déjà, on va recommencer par le début. D'où est venue l'idée d'organiser une conférence sur le sport et la politique? Est-ce que c'est seulement l'effet du débat d'entre-deux tours de cette présidentielle, ou est-ce que c'était une réflexion plus large que tu t'étais c'est beaucoup plus large. C'est avec l'association Échange en Tribune qu'on a créé peut-être en octobre-novembre. Et on voulait juste organiser des conférences sur le sport et l'actualité. Et on s'est dit, pour frapper fort, organisons là déjà à Sciences Po au lendemain du premier tour.
Sciences Po nous a donné l'autorisation. Et on a envie d'organiser chaque conférence dans un lieu qui représente le thème de la conférence. Donc ici, Sciences Po, c'était parfait pour sport et politique. Et par exemple, la prochaine, si par exemple on l'a fait sur les coulisses des transferts en football, c'est économique, donc on aimerait la faire à Dauphine. À la rentrée, on aimerait en faire une sur le sport à l'école, est-ce que c'est le mal français, on aimerait le faire à la Sorbonne, etc. Et notre but, c'est vraiment de faire 4 à 5, bon, ça serait beaucoup, mais conférences par an, juste pour que tout le monde puisse profiter du savoir, surtout sur le sport on a l'impression que c'est assez confidentiel, mais c'est confidentiel juste parce qu'on ne donne pas la parole aux acteurs sur des thèmes plus généraux. Le sport, c'est pas juste 90 minutes sur un terrain, et là on l'a vu pendant 1h30, on a tous pris, on était tous comme ça à écouter en se disant, et quand je parle avec l'équipe qui a organisé ça, on est juste content d'avoir lancé ça parce que ça manquait beaucoup. Il y avait 3 intervenants principaux, Nathalie Netta, Jean-Baptiste Guégan et Marie-Georges Buffet. Ça a été des échanges intenses. Qu'est-ce que tu en as retenu? Enfin, quel est peut-être le moment fort qui toi, t'a marqué dans cette conférence? Mais le moment fort, je crois que c'était la conférence parce qu'à 3, il y a eu une vraie synergie et ils arrivaient vraiment à se donner la parole, à rebondir. Déjà, ils ont respecté les angles de chaque thème, mais c'est là que tu vois que dès que tu mets quelques personnes qui aiment le sport et, comme je disais, le sport de manière plus générale, plus large, ça devient une discussion plus qu'une conférence chiante et professorale. Et on se dit qu'on est sur le bon. Donc c'est chouette. Vous l'avez organisé au moment de l'entre-deux tours. C'est un moment clé, mais malgré tout, on a l'impression, c'est ce qui a été dit tout au long de la conférence, que le sport sera écarté de ce débat d'entre-deux tours. Peut-être qu'au prochain entre-deux tours, en 2027, si des associations comme ça font bouger les choses, si les médias parlent plus de sport de manière générale et pointent surtout les problèmes qu'il y a dans le sport en France, parce que c'est marginal, alors que tu as 16 millions de licenciés, c'est 16 millions d'oubliés. Si on en parle beaucoup plus, si des personnes comme Nathalie Netta, Marie-Georges Buffet, Jean-Baptiste Guégan acceptent de venir à la conférence, ça veut dire c'est bon, on touche d'autres sphères et que la parole va se libérer et que enfin le sport, pour reprendre le thème de la politique, sera plus considéré par les politiques. Merci beaucoup, Thibaut Martinez. Eh bien écoutez, je crois qu'il est l'heure pour nous de refermer ce live. Vous entendez là, on est absolument sommé de partir. Je pense qu'on va pas tarder à être dégagé à grands coups de pied au derrière, donc on va refermer ce live. On va évidemment vous remercier d'avoir été avec nous. C'est très compliqué de terminer ce live. Merci à Théodore Azous qui était derrière la caméra ce soir, qui nous a été d'une grande aide. Je pense qu'on n'entend plus rien. C'est une catastrophe. Merci aussi à notre magicien en régie, Clément Duranton, toujours là dans les grands moments. Très bonne soirée à vous tous. On n'entend plus rien. C'est une catastrophe. Bonne soirée. Bonne soirée. De jeudi, c'est un véritable chef de guerre que le président s'est présenté face aux Français. Alors, si le président sortant n'est toujours pas candidat à l'élection, malgré ses 1544 parrainages, cette attente, ce refus finalement de ne pas descendre trop tôt dans l'arène politique lui permet aujourd'hui d'être plus ou moins incontesté dans sa gestion de la crise russo-ukrainienne. Et dans le camp du président, pourtant, on s'active, je peux vous le dire, en coulisses. En effet, on sait que l'équipe de campagne du pas encore candidat Emmanuel Macron s'est réunie hier autour de son coordinateur de campagne. Et l'idée, c'est de faire un petit peu profil bas en attendant que la